Salut tout le monde. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui et en fait je voulais aussi parler. Je suis tombé sur une chaîne assez intéressante et je voulais regarder mes toutes premières vidéos où je parlais d'IA, bah notamment attendez ici, donc où je faisais le parallèle entre l'IA et certains versets de l'Apocalypse de la Bible. Donc c'était il y a 9-10 ans, hein, sur mes premières vidéos. Admettons que mon premier livre, je l'ai écrit un petit peu avant, notamment donc avant la publication, il faut 6 mois, 1 an avant. Donc admettons même que c'est 10-11 ans. Alors là, je vous avoue que j'ai trouvé un fou furieux, parce que personne n'en parle en général de ça sur Internet. Aujourd'hui, déjà depuis que l'IA a débarqué un peu après le Covid, les gens ont commencé un peu à parler de ça. Enfin de l'IA en elle-même, parce qu'avant, quand je parlais d'IA, je passais pour d'IA et de robot, je passais vraiment pour un martien, quoi. On me prenait pour un fou. Maintenant, les gens commencent à se familiariser avec l'idée de l'arrivée des robots et de l'IA. Mais faire le parallèle entre l'IA et la Bible, il y a encore peu de gens qui osent le faire encore aujourd'hui sur YouTube. Par contre, donc là, moi, mes premières élucubrations sur ce sujet, c'était il y a 9, 10, 11 ans. Et là, je suis tombé sur l'algorithme, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a sorti ça, une vidéo, je sais pas si c'est on sait jamais si c'est anglais, américain, australien, je sais pas. Je viens tout juste de découvrir, donc j'ai pas eu le temps encore de regarder. Et j'avoue que j'ai un peu abandonné, comme j'en ai un peu parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai un peu abandonné toute cette partie-là. De toute façon, qui m'a fait plonger dans des années noires. Mais voilà, je sais pas pourquoi là, bah, c'est parce qu'il y a 3 jours, je pense, ça m'a fait sortir une vidéo de ce type-là. Je regarde, je me dis tiens, enfin un mec qui en parle, tu vois. Et puis je remonte sa chaîne. Je remonte. Alex Jones, un grand classique. Ouais, il y a 3 ans encore. Alex Jones, c'est un peu plus ancien. Et puis là, je remonte, paf, 7 ans. Je me dis ah, pas mal. Moi, c'est plutôt 10-11 ans. Et alors là, jackpot, 17 ans. Le type disait ça, voilà, je vous laisse lire. Il y a 17 ans. Bon, bah là, j'avoue, j'ai été battu. Donc là, pour moi, c'est officiellement, je pense, le compte le plus ancien sur YouTube et un des premiers types qui en a parlé de manière publique. J'ai pas de personne plus ancienne que lui. C'est impressionnant. 17 ans, ouais. Putain. Bon, je pense que c'est un type, c'est pareil qu'il devait avoir la quarantaine, il devait avoir 20 ans, quoi. Donc, ouais, pas mal. Là, je reconnais, je suis battu. Je suis battu à plat de couture. Alors, je regarderai peut-être un peu sa chaîne, mais je vous avoue que j'ai un peu levé le pied sur tout ça. Parce que de manière générale, voilà, mon constat, je vais pas sans arrêt en reparler, mais là, je peux parler de ce type-là, par exemple, mais je sais plus si je n'avais déjà parlé. Mais bon, bon là, évidemment, il s'est embourgeoisé depuis qu'il a fait sa chaîne YouTube qui a 416 000 abonnés. Il a commencé à faire des placements de produits, et c'est là d'ailleurs où ça dérape, parce que ça a commencé à devenir ridicule. Je me souviens très bien d'une situation où effectivement il faisait un placement de produit pour un broker chypriote complètement bancal, donc il s'est un peu ridiculisé. En fait, c'est con, bon, j'ai plus la vidéo là, mais il était mal à l'aise, il était en train de dire sortez votre argent de France, ça va s'écrouler, mettez-le à Chypre, chez un broker complètement pété. Donc il n'y a pas d'endroit plus pété qu'un broker pété, et en plus à Chypre, quoi, un pays qui s'est déjà fait ratiboiser par les banques, et voilà, donc dont les comptes avaient été prélevés. Voilà, enfin bref, et bon, là il s'est un petit peu calmé, mais dans l'ensemble c'est quand même un type, d'ailleurs ça garde un peu l'image de profil, c'est un type qui gueulait tout le temps, il gueulait tout le temps. Alors, je comprends qu'on soit un peu énervé sur plein de situations de la France, etc. Mais il avait cette image pendant des années, mais sur toutes les vidéos, il est en train de gueuler, de s'énerver, mais de la folie, quoi. Et tout le domaine est comme ça s'appelle géopolitique, là. Géopolitique profonde. Comment il s'appelle le gars non, ça va venir, c'est pas bon. Allez, allez. Ce type-là, là. Ce type-là, c'est pareil, qui est tout le temps en train de... Tu sais, je sais pas, c'est des gens qui sont tout le temps en train de gueuler. Et en fait, c'est...
il y a pas de calme, il y a pas d'apaisement, il y a pas, je vais faire l'enfant de cœur, il y a pas la paix de Dieu. Tu vois pas les apôtres en train de gueuler, tu vois, tu vois pas. En fait, c'est de la peur. C'est toujours de la peur. Donc, je comprends l'énervement, mais quand même, toute la sphère complotiste et compagnie, c'était quand même beaucoup basé sur de la victimisation et de la peur. Et donc j'avais fait ce rapprochement avec les socialistes où je me disais putain en fait être complotiste c'est toujours se plaindre des milliardaires qui dirigent le monde. C'est exactement comme les socialistes quoi. C'est on est victime des milliardaires qui dirigent le monde. Et puis après l'aspect spirituel, c'est que t'es toujours dans la peur, voilà, les drapeaux déchirés, voilà, tout va s'effondrer. Tout le temps c'est le truc apocalyptique, ça va s'effondrer. Donc même l'IA, même la technologie, même ces trucs-là, je suis toujours sur mes gardes, j'observe, je constate, je suis pas débile, j'ai pas fait toute cette aventure pour rien. Cependant, être comme ça dans une espèce de, comment on appelle ça? Tu vois, c'est une adrénaline constante qui te fout un taux de cortisol où tu finis par péter les plombs. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on te prend ta carte bleue pour te vendre n'importe quoi. Et ils en profitent bien tous ces types-là. Et ça mène à rien, donc voilà, toute cette partie-là, j'ai arrêté. Voilà, sans transition, je voulais juste parler de ce gars-là, et maintenant je vais parler un peu d'autres sujets. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire de SpaceX, là, je voulais en parler vite fait, c'est... alors, je n'irai pas investir là-dedans, personnellement. Comme toutes les IPO, en fait, les sociétés qui viennent de se coter en bourse de cette manière, à chaque fois se crachent, mais systématiquement, alors je connais pas bien les raisons, mais sans arrêt, c'est des sociétés qui perdent 20-30% après l'ouverture en bourse, souvent qui mettent plusieurs années à s'en remettre avant de remonter. Donc je m'attendais à ça pour SpaceX. Évidemment, première journée, ça a grimpé en flèche. Il y a des raisons économiques à ça, qui est que du fait de sa capitalisation très élevée, elle est dans les plus grandes, c'était la plus grande entreprise du monde. Et en fait, tous les fonds, donc les fonds de pension, de retraite, en fait, elle intègre le haut de l'indice. Et en fait, automatiquement, toutes les banques, tous les fonds, tous les placements, en fait, je sais pas comment expliquer pour quelqu'un qui connaîtrait pas trop, mais automatiquement, elle va intégrer le panier de tous les placements. Donc automatiquement, quand t'es je vais prendre l'exemple de BlackRock. Automatiquement, BlackRock va être obligé en fait d'acheter du SpaceX. En fait, automatiquement, toutes les grosses entreprises de placement et les banques vont automatiquement être obligées d'acheter du SpaceX. Ce qui fait qu'il y avait ce qu'on appelle un vent arrière dans les voiles, quoi. Hein, ce qui fait que ça l'a poussé vers le haut. Cependant, quand même, les entrées en bourse comme ça en général, sur la base des IPO, donc des coquilles vides, se pètent la gueule à court moyen terme. Sur le long terme, c'est quand même un truc qui, effectivement, je veux bien croire que c'est extrêmement surcoté, mais il y a quelque chose, d'important, et c'est le détroit d'Ormuz. Alors vous allez me dire, il n'y a aucun rapport, mais en fait, c'est le détroit d'Ormuz qui va vous faire une connexion cérébrale avec ça. Lorsque le détroit a fermé, comme on aurait eu le canal de Suez ou de... Comment il s'appelle, le canal de Panama aussi, où tous les bateaux passent. Ce sont des péages, d'accord? Et lorsque ces péages ferment, toute l'économie se pète la gueule. C'est des péages essentiels. Et là, ce que fait Elon Musk, c'est que SpaceX est le péage du ciel. Et c'est très important. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt du ciel? Ça sera pas intéressant avant 100 ans. On sait même pas si on habitera sur Mars un jour. On voit pas trop quelles sont les retombées économiques. Mais l'idée, il y a l'idée lunaire, c'est le cas de le dire, derrière la colonisation de Mars, mais il y a l'idée technologique, attention. Et l'idée technologique de Musk était que, effectivement, il n'y a pas de plus grande source il n'y a pas de plus grande source économique que le soleil. Parce que prendre un tout petit pourcentage du soleil permettrait d'alimenter en énergie la Terre entière à tout point de vue, ce serait vraiment immense. Et l'une des entreprises les plus aventurières que va créer l'être humain, forcément, on y revient, c'est l'IA. Et l'idée d'Elon Musk est que
toutes ces belles infrastructures aujourd'hui créées sur la Terre ne tiendront pas longtemps, et parce qu'on n'aura pas assez d'énergie. Le nucléaire suffira pas, on n'aura pas assez d'énergie sur Terre, ni le pétrole, ni rien. Et donc la meilleure façon de développer à pleine puissance l'IA, c'est de l'envoyer par satellite dans le ciel. Et de faire tout le cloud, en fait, et tous les serveurs au niveau spatial pour être directement alimentés sur place, parce qu'il est encore difficile aujourd'hui de descendre l'énergie du ciel vers le sol. Donc le plus simple, c'est directement d'alimenter directement depuis l'espace, en fait, tous les serveurs de l'IA. Et c'est là où vous allez comprendre l'intérêt, c'est que il est certain que à l'avenir, 99% ça sera même 100%, surtout si on croit des faits bibliques, mais bon, 99% de l'économie mondiale passera par l'IA d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Or, quelle sera la seule entreprise qui a le péage du ciel ? Ça sera SpaceX. Alors, d'ici là, il y aura peut-être des concurrents. Je sais qu'il y a Rocket Lab, qui est une entreprise qui fait un peu des vols spatiaux. Bezos, ça n'a rien à voir. Virgin Galactic, machin, de Branson, ça n'a rien à voir non plus. C'est pas à but, c'est pas à but spatial. C'est vraiment, ils sont, comment on appelle ça ? Je suis pas spécialisé là-dedans. Ils restent sur des voyages touristiques, si vous voulez, spatiaux, et ils sont pas dans cette idée vraiment d'aller mettre encore l'IA dans l'espace. Enfin, Bezos est en train d'un peu de virer de bord. J'ai l'impression qu'il commence à vouloir concurrencer Elon Musk, mais bon, on n'y est pas en tout cas pour l'instant. Donc là, en fait, SpaceX aujourd'hui est complètement délirant en termes de capitalisation, mais c'est mal comprendre l'idée que demain, 100% de l'économie mondiale dépendrait de l'IA, et quelle sera la seule personne qui accepte ou refuse de laisser passer l'IA sur Terre, ça sera Elon Musk. Donc, à quel moment, je ne sais pas, peut-être que Elon Musk n'existera plus, mais c'est pour faire comprendre la force de frappe de SpaceX. Le but, c'est pas de faire de la recherche spatiale. Le but, c'est pas de coloniser Mars. Il faut comprendre que j'avais fait d'autres vidéos pour dire que, à mon avis, Wall Street va être disrupté de toute façon par l'IA, puisque à terme, il n'y a rien de mieux pour anticiper les marchés qu'une IA qui saurait en temps réel quelle est la production, quel est le nombre de la population sur Terre, quels sont les besoins, etc. Donc, si 100% de l'économie mondiale dépend d'une IA qui est basée dans le ciel, et que t'as une seule boîte, donc le mec est seigneur, quoi. Si j'accepte, je refuse. En ayant le péage du ciel, Elon Musk se fait en fait seigneur de toute la Terre. Je pense que c'est passé à la trappe. Les gens n'ont pas compris. Alors, je le redis, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, les choses vont évoluer. L'IA en elle-même va développer d'autres processus qui font que, voilà, il y aura peut-être d'autres fusées, d'autres compagnies, mais là, ce qui est en train de se jouer, c'est le péage du ciel. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça, c'est sous-estimé. Dans l'idée de réalisation de SpaceX, cette idée-là est extrêmement sous-estimée chez les gens qui essaient d'analyser l'action. Et voilà. Et ça, voilà. Faut pas être con et faut y penser quand même. Surtout, n'oubliez jamais que dans Matrix, qui est vraiment un film incroyable, évidemment, surtout le premier film, Neo fait face à Morpheus dans leur première rencontre, lorsqu'ils sont avec cette petite télé dans une salle blanche. En fait, cette salle blanche est déjà la matrice, donc en fait, c'est une pièce qui n'existe pas. Et à un moment donné, cette salle blanche disparaît. Et là, en fait, Morpheus va montrer le monde tel qu'il est, et c'est un monde extrêmement sombre, ce qui fait évidemment un contraste psychologique immédiat avec cette salle blanche immaculée qu'on te montre juste avant, quelques secondes avant. Et là, il dit un truc extrêmement intéressant. Il dit qu'il ne sait pas très bien ce qui s'est passé à la période de transition technologique, mais il sait que les humains se sont efforcés d'assombrir le ciel. Je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus.
les humains ont assombri le ciel. Donc ce monde extrêmement sombre, alors certes il y a un tout technologique, certes il y a des machines, des robots, etc. Mais les nuages dans le ciel et le fait que la Terre est sombre, c'est parce que les humains ont voulu couper le soleil. C'est un passage incroyable. Et aujourd'hui on fait face à ça avec Musk qui explique que toute l'énergie mondiale ne sera pas assez, qu'il faudra aller chercher à la source, c'est-à-dire le soleil. Parce que, oubliez jamais la taille de la Terre face au soleil. Les écolos nous font chier jour et nuit. Jamais ils parlent de HAARP et de la modification climatique, ça ils se cachent les yeux, ils font l'autruche. Mais oubliez jamais, la Terre, c'est l'équivalent d'un petit grain de sel face au soleil qui fait la taille d'un ballon de football. Vous imaginez le grain de sel et le ballon de football. Voilà, c'est la dimension proportionnelle entre la Terre et le Soleil. C'est gigantesque. Et c'est vraiment incroyable. Ce film qui a tellement de double sens, qui est tellement visionnaire, t'explique que la dernière tentative désespérée des humains pour mettre une claque au monde technologique et reprendre la main, et que ce monde technologique ne soit pas autonome, c'est de couper l'accès à l'énergie à ce tout technologique et en assombrissant le ciel. Donc aujourd'hui on a déjà nos chemtrails et compagnie, vous avez dû en entendre parler, et voilà, ce serait a priori dans ce film-là la dernière tentative désespérée des humains pour reprendre la main, c'est à tout prix de couper l'énergie solaire pour que les machines technologiques n'aient plus aucun accès et meurent. C'est incroyable. Un autre tournant majeur dont on va entendre parler dans les années à venir, et aujourd'hui c'est un peu comme l'IA avant qu'on en entende parler. Ça va être la longévité, l'immortalité humaine. David Sinclair, et ça fait quand même un moment qu'il fait des recherches là-dessus, il avait obtenu le rajeunissement de certaines souris. Il vient d'obtenir l'autorisation de la FDA américaine pour pouvoir traiter pour la première fois des patients humains. Donc dans l'immédiat, il s'agit de glaucome et de problèmes au niveau des nerfs optiques, et c'est surtout pour traiter les problèmes au niveau des yeux. Le but est de rajeunir les yeux. Si ça fonctionne, il pourra par la suite rajeunir le cœur, le foie, etc. et d'autres organes. Si ça fonctionne, en fait, c'est la porte ouverte au rajeunissement de l'être humain. Ce qui va être aussi un marché énorme. Et ce qui aussi ramène à certains passages bibliques. Je vais en parler après. Mais voilà, la génération milléniale, on dit souvent que on ne vieillit pas, on a tendance à beaucoup moins vieillir que d'autres générations. Qu'à 30, 40 ans, on a l'impression d'avoir encore 25 ans physiquement. C'est peut-être une génération qui est faite, de toute façon, à mon avis, qui est faite pour vivre 120 ans. C'était la thèse de Ray Kurzweil, hein. Le pape du transhumanisme, il estime que, alors lui il essaie de survivre jusqu'en 2030, 2035, il estime qu'il y aura un tournant majeur qui fera qu'on s'approchera des 120 ans, 130 ans et ainsi de suite. 120 ans, ça me paraît tout à fait réaliste pour des gens qui ont 30, 40 ans aujourd'hui. 120 ans, ça me paraît très réaliste. Vous avez déjà eu des grands-parents, je pense, qui ont vécu 90, 95 ans. 120 ans à notre époque, donc dans 40 ans, si vous avez 40 ans aujourd'hui, c'est hyper réaliste, je suis désolé. Et 150 ans me paraît un stade atteignable, hein, dans 40 ans, c'est pas déconnant non plus. On sait pas à quoi ressemblera la Terre et où en sera le transhumanisme. Il faut pas se dire ah moi je serai jamais transhumain ou parce que voilà l'autre sujet que j'ai déjà un peu effleuré pas mal de fois, c'est comme les nanotechnologies. Le transhumanisme c'est pas Robocop. Le transhumanisme se fait à un niveau vraiment microcellulaire. Ça se fait à un niveau microscopique. Tous ceux qui sont injectés à un moment ou un autre en ont certainement dans le sang. Et voilà, il y avait des thèses de ce type-là, comment il s'appelait l'espagnol, là, Pablo Compra et compagnie, là, qui estimait qu'en fait, il y en avait dans tout ce qui est injectable. Donc déjà, tous ceux qui ont des nouveau-nés, là, qui ont pris les doses à la naissance, les 11 doses, je crois que c'est 11 doses maintenant pour les nouveau-nés, ils sont potentiellement, voilà, je veux pas faire d'affirmation, mais ils sont potentiellement déjà tous transhumains. Voilà, donc c'est beau de faire des beaux discours
Voilà, mais potentiellement, si vous avez un gosse qui est né, qui s'est pris 11 doses, il est peut-être déjà transhumain, de toute façon. On sait pas ce qu'il y a là-dedans, on n'a même pas les technologies aujourd'hui pour comprendre ce qu'on nous injecte. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, voilà, je suis pas scientifique. Mais arrêtez de voir le transhumanisme comme un truc d'un Robocop. Non, non, moi je veux pas devenir Robocop. Parce que ça va arriver d'une manière vraiment très subtile. Et vous vous réveillez du jour au lendemain en étant transhumain sans le savoir, sans vous en rendre compte, et c'est trop tard. Voilà, je crains que ça soit un truc un peu particulier. Et au niveau biologique, c'est pas de la grosse ferraille, quoi. Voilà. Et alors voilà, ma transition donc sur cette arrivée de l'immortalité, c'était aussi donc un passage. Il y a des passages dans l'Apocalypse qui disent en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Il faut arrêter de prendre ça pour des métaphores ou pour des trucs un peu psychologiques, surnaturels. C'est peut-être au contraire très terre à terre. C'est certainement très terre à terre. On parle ici d'immortalité. C'était forcément assez exotique il y a même 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu vois les recherches de Sinclair, tu vois vers quoi on se dirige. Quand on te dit que au temps de la fin, les hommes seront incapables de mourir, que même s'ils le veulent, ils n'y arriveront pas, faut voir là quelque chose de probablement très cartésien, contrairement à ce qu'on peut penser. Très cartésien. Donc alors, il y a deux solutions. Soit ce serait des puces technologiques qui les empêchent de se suicider. L'IA et la technologie voulant le bien de l'humanité. Si tes pensées sont suicidaires, je dis n'importe quoi, mais tu reçois, tiens, donc ça fait penser à ça, les tourmenter pendant 5 mois, comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Bon, ça c'est un autre passage qui est pas vraiment relié, mais l'idée c'est ça, c'est t'as une puce dans la tête, tu te dis ah j'en peux plus, je veux mourir, paf, tu reçois une décharge électrique. Tu te mets au bord d'un building et tu veux sauter, paf, tu reçois une décharge électrique. Paf, la puce te paralyse tous tes muscles. Tu ne peux pas sauter. Donc, avec la volonté de vouloir ton bien, l'IA, à travers les technologies, t'empêche de te suicider parce qu'elle veut ton bien. Et que on lui a institué le fait que le suicide n'est pas bien. Ce qui est pas faux fondamentalement, même d'un point de vue biblique, chrétien, le suicide est un péché normalement. Donc, tu peux avoir l'aspect technologique qui empêche quelqu'un de se suicider. Maintenant, après, il y a une deuxième vision derrière ça, une deuxième possibilité, qui est l'aspect vraiment génétique et biologique, la régénération des cellules, le fait que il s'inspire des méduses et des lézards, des salamandres, qui, lorsque vous avez un morceau coupé, ça repousse. Je sais qu'ils ont fait des études pour les dents, je sais pas où est-ce que c'en est, mais les dents carriées, aujourd'hui, vous passez la roulette et vous mettez avant c'était un plomb, maintenant c'est de la résine, mais bon, vous mettez quelque chose parce que on est obligé de mettre un pansement parce que la dent ne se régénère pas. Aujourd'hui, ils ont fait des études, et ils ont trouvé des solutions apparemment pour que la dent se régénère naturellement et recommence à produire de l'émail, de l'ivoire, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui te dit que demain, si tu te coupes un bras, il n'y a pas de l'épigénétique, des progrès dans l'épigénétique, dans tes chromosomes qui immédiatement vont amener à reproduire le bras et à ce que ton bras repousse tout seul, tu vois. Donc, quelle est la part biologique ou nanotechnologique qui fait que on ne pourra plus suicider? Je ne sais pas. Mais je pense que ça va exister. Je pense que c'est là, c'est sous nos yeux, c'est dans ce passage-là. C'est écrit, quoi. Et on va vers ça. On va vers ça. Voilà, mes quelques pensées du jour, ça va vite, on est déjà à 20 minutes.
Petit ajout de dernière minute, j'avais fini la vidéo et puis je suis obligé d'en ajouter un peu. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur l'Angleterre, qui était aussi un peu le sujet de bien des réflexions que j'ai eues dans le passé, dont je parlais dans mes bouquins. Et en fait, je continue de penser que quelque chose va venir de là-bas, je sais pas. J'ai toujours pensé que Londres était Babylone, que quelque chose venait de là-bas, je sais pas, mais... Alors, ce qui est sûr, c'est que je voyais pas le virage que ça prend aujourd'hui. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on pourrait parler de l'immigration. L'immigration est dans un état bien plus grave en Angleterre qu'en France, mais bien plus grave, à tel point que t'as le bras droit de Trump, J.D. Vance, qui disait que en fait l'État islamique qui aurait le premier la bombe atomique serait probablement l'Angleterre. C'est une déclaration intéressante, très intéressante, si tu réfléchis. Et là, en fait, d'un moment, t'as des yeux pour voir, et tu regardes un phénomène de société, un phénomène très simple, qui est à quel point les gardes anglais, alors voilà, vous allez vous amuser sur YouTube, je pense que vous en avez déjà vu passer. Bon, il y a beaucoup d'IA, hein. J'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant, c'est de l'IA, c'est complètement fake. Mais bon, les gardes anglais sont extrêmement humiliés, mais à un point, mais c'est du délire. Jamais dans mon enfance où j'aurais vu des gardes anglais être humiliés à ce point. Je veux dire, le summum, c'était Mr Bean, tu vois. C'était Mr Bean qui faisait une petite vidéo devant les gardes anglais, et puis waouh, c'était l'humiliation de la cour royale. Et aujourd'hui, mais c'est, enfin, bref, je vous laisse vous amuser sur YouTube si c'est pas déjà fait, à voir à quel point, mais on voit des trucs, mais délirants. Les mecs devraient partir en tôle direct, mais non, rien. Au mieux, t'as 2-3 policiers anglais qui arrivent, qui disent de se disperser, et puis le mec recommence 1 heure après. Mais c'est du délire, du délire. Et ce que tu dois constater quand même, un fait, c'est que les gardes anglais sont toujours blancs. D'accord. Les flics peuvent être africains, pakistanais, mais les gardes anglais sont toujours blancs. Alors, quelle est la part de complicité de la couronne anglaise à cette dérive d'immigration, d'islamisation, de ce que tu veux, je m'en fous, c'est pas le sujet. Mais la part de destruction de l'Angleterre, plus ou moins grande, certainement. Mais voilà, là je soulève une question, je me demande combien de temps ça va durer. Tu vois, les gardes anglais, ils sont à bout, ils en peuvent plus d'être humiliés et qu'on les prenne pour des cons à ce point-là. Les flics réagissent pas devant, c'est du délire. Et je vois pas pendant combien de temps. J'ai encore vu une vidéo passer, bon, je vais pas la chercher, mais du prince Charles qui se promène en calèche avec évidemment tous ces gardes anglais à cheval, la garde royale, toujours blanche bien sûr. Combien de temps ça va durer, quoi? Au milieu des policiers africains et des voiles islamiques et des Pakistanais qui vendent je sais pas quoi, des hot dogs sur le trottoir. C'est un cocktail explosif qui paraît surréaliste, mais complètement surréaliste, quoi. Donc je pense que la couronne royale va peut-être mal finir. Et que peut-être que le nouveau roi d'Angleterre sera pas celui qu'on pense. Et que la Babylone que j'imaginais, ça sera peut-être pas la famille royale anglaise, en fait. Et ça, j'y avais pas vu venir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vois la situation, à un moment donné, t'as les yeux pour voir. Tu hallucines quand tu vois la calèche royale passer avec quelques gardes blancs entourés de personnes qui les haïssent, qui sont d'anciens colonisés et qui sont pas de la même religion, pas de la même langue, qui, enfin, des fois, enfin, c'est, je sais pas, je vois pas comment ce cocktail explosif pourrait tenir longtemps avec cette petite couronne royale privilégiée au milieu de tout ce truc. C'est du délire complet. Ce qu'on n'a pas en France, si tu veux. Donc en France, tu peux avoir la France de Mélenchon avec tout mélangé, les francs-maçons au milieu, enfin et les LGBT qui dansent sur le perron d'Élysée, c'est possible. En Angleterre, t'as quand même cette garde royale blanche des Anglais patriotes avec la famille royale. Combien de temps ça va durer, quoi? Je suis dubitatif.
Je pressens un truc que ça va mal tourner, cette histoire. Je sais pas. On va voir la suite. C'est très, très cru. Et puis, voilà, pour finir, juste rapidement, j'ai plus de batterie. Ma vignette YouTube, là, j'étais en train de la faire, en fait, au moment où je faisais la vidéo. Et je suis sur le cul des progrès de GPT. D'habitude, je faisais ça un peu à l'arrache, avec une petite vidéo, enfin, une petite image, et je rajoutais ça sur Canva. Et là, j'ai rien fait du tout. Donc la vignette, je vais la mettre telle quelle. J'ai demandé à GPT de me faire une vignette pour YouTube avec Sinclair et SpaceX. Et j'ai rien demandé d'autre, hein. Et il m'a sorti ça. Mais je suis sur le cul. J'y ai touché à rien. Il me l'a sorti tel quel. Je lui ai dit, fais-moi une miniature YouTube avec SpaceX et le visage de Sinclair. Et il m'a sorti ça. Et il y a même pas un an, je pense que c'était il y a un an, il n'arrivait pas à écrire. C'est-à-dire que tu avais des belles images, mais il ne pouvait pas écrire un texte. Il y avait sans arrêt des... C'est même pas des fautes d'orthographe, c'est que c'était du latin, c'était n'importe quoi. Ça n'était pas du français. Et là, il te fait des polices, des couleurs, des bulles. J'ai même pas demandé de bulles, j'ai rien demandé du tout. Il m'a fait tout ça tel quel. Sinclair, professeur Harvard, délirant. Je suis sur le cul. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé GPT pour une image. Je suis sur le cul du progrès là, c'est impressionnant. Donc voilà, allez, à bientôt, ciao.